dia a todos. Obrigado por ter vindo à primeira sessão deste simpósio sobre a noção de resistência. Hoje é um momento muito especial para nós, porque temos connosco pessoas que têm arriscado, às vezes, vida, muitas vezes a liberdade e simplesmente a reputação e a integridade, seja física ou moral, por defender ideias. Este momento é muito especial porque acho que é uma situação única na história em qual conseguimos reunir pessoas que vêm de tantas zonas geográficas diferentes, tantos tipos de lutas diferentes e que arriscaram simplesmente reunir-se aqui em uma situação que, ao nível nacional, para cada um deles não é simples. Temos pessoas que foram persecutadas politicamente, judicialmente, evidentemente reputacionalmente, mas também fisicamente, com pessoas que foram objeto de tentativas de assassinato e que lutaram para simplesmente sair da opressão que sofriam. Evidentemente não é um horário nem um lugar fácil para toda a gente. Sabemos que o objetivo primeiro deste evento não era tocar imediatamente as massas, mas simplesmente ter o privilégio de fazer-se encontrar estas pessoas umas com as outras, com os poucos de vocês que decidiram mobilizar-se e vir aqui para ouvi-los e intercambiar com eles. E progressivamente, nos 2 dias que vão seguir de debates, construir uma consciência coletiva do funcionamento atual do mundo e das maneiras de emancipar-se deste sistema político-económico que está a trazer-nos a posições intoleráveis em pontos de vista ecológicos e humanos. Hoje em dia é um dia muito especial por várias razões. Temos aqui, vão apresentar-se cada as pessoas que decidiram lutar para defender as suas ideias, cada um traz outro, vai apresentar a sua situação no seu país, no seu campo de lutas, porque às vezes não são lutas territoriais, e vão permitir-nos compreender qual é o estado da situação social, política e económica às quais estão confrontados. Como sabem, é o primeiro aniversário do movimento dos Chalecos Amarelos hoje. Há distúrbios muito importantes em Paris nestes momentos. Ontem, em Algéria, houve uma demonstração, uma manifestação de uma potência extraordinária para forçar a repetição das eleições. No mundo inteiro temos movimentos sociais que tentam mostrar a capacidade do povo a emancipar-se das tutelas políticas que lhe foram impostas e debater desse tema e simplesmente ver de primeira mão, sem depender de intermediações mediáticas, de intermediações políticas, de intermediações institucionais, como é que vivem todas estas pessoas essa resistência que tiveram a pôr em caminho, acho que era muito importante para nós. Vou deixar de apresentar-se cada pessoa que está aqui, vou rapidamente nomear-nos. À minha direita temos o Omar Barbouti, que é o fundador do movimento Boicote, Desinvestimento, Sanções contra os produtos israelianos que foram produzidos nas colónias. O Olivier Goudet e a Yvonne Goua, que são líderes sociais das lutas em Guiana, construíram um movimento dos 500 Irmãos e da Associação Demasiado Violência, que está a lutar em Guiana contra a situação colonial que existe no país. Temos o Maxime Nicole, que foi uma das figuras, e que sigue sendo uma das figuras mais importantes dos Coletes Amarelos em França. O Mehdi Belash Kassem, que é um dos filósofos franceses e tunisinos mais importantes que hoje em dia existe sobre as questões políticas. Temos a Mina Salami, que é uma pessoa que luta pelo pensamento e pela escritura para a defesa de ideais que vão do feminismo à mestiçagem civilizacional e que tenta pensar esses fenómenos de maneira comum. Temos o Salah Abbouz, que é uma das figuras da Revolução Algeriana, um dos mais importantes abogados em direitos humanos, que foi, por acaso, objeto de uma tentativa de assassinato
em setembro deste ano e que exilou-se a Bruxelas entretanto. E temos a Dominique Minkoff, que é uma grande advogada francesa que luta para liberdades e que teve ultimamente um caso muito particular que vai apresentar-nos, que foi o de um artista russo que decidiu expor o corpo para simplesmente tentar provocar uma subversão que a sociedade civil e a posição política em Rússia, mas também em França, não conseguiam provocar. Então vou deixar a palavra primeiro, talvez, à Dominique. Obrigada, Juan. Tout d'abord, je suis tout à fait désolée de ne pas m'exprimer en portugais. Je voudrais brièvement intervenir pour vous dire que je suis avocat. Je suis avocat à Paris depuis 25 ans déjà. Et la première chose que je voulais souligner par rapport aux gens qui sont assis avec moi sur l'estrade, c'est que c'est pas tout à fait la même chose d'être un avocat en France, dans ce qui reste un état de droit, où la règle et la loi, pas toujours complètement respectées, mais où elle existe, où on a un vrai barreau, un vrai bâtonnier et de vrais magistrats. Lorsque j'ai été amenée à défendre Piotr Pawlenski, vous avez peut-être reconnu, c'est cet artiste russe qui s'était fait connaître en se cousant la bouche avec un fil rouge au procès des poussiériotes. En réalité, il était déjà arrivé en France, avait une couverture médiatique extrêmement importante. Et lorsque on m'a téléphoné pour me demander si j'acceptais de défendre un performeur, artiste russe, j'avais pas fait le lien dans un premier temps entre Piotr Pawlenski et la personne dont on me parlait au téléphone. Il était arrivé en France, on m'indiquait qu'il souhaitait demander l'asile politique. Et dans un premier temps, j'ai essayé d'esquiver en disant bah, écoutez, non, pas vraiment. J'avais déjà défendu beaucoup d'artistes squatteurs lorsque j'étais très jeune avocat. Et voilà, les artistes sont des gens compliqués à défendre parce que parfois il y a un ego qui est extrêmement gonflé. Et parfois, dans le rapport avec l'avocat, ça peut être très compliqué. Et il y a des admirations, des déférences qu'il faut avoir dont je n'avais pas nécessairement envie. Et puis, j'ai dit, mais non, il faudrait prendre un tel beaucoup plus compétent. Et on m'a dit, non, vous n'avez pas compris, ça va être vous. Donc après, c'est toujours la même chose, hein, c'est un peu banal de le dire, mais peut-être est-ce que vous ne le savez pas. Il doit y avoir quelque chose qui se passe entre un client et un avocat. Il faut qu'il y ait une empathie, une sympathie, une compréhension l'un de l'autre, une confiance. Ça, c'est extrêmement important. Et lorsque j'ai ouvert la porte du cabinet, que j'ai vu Piotr, qui a quand même l'âge d'être mon fils, mais voilà, je pense que très rapidement, on s'est bien compris. Et de même qu'il s'est cousu la bouche avec un fil rouge, moi, mon travail, ça a été dans les 3 temps où je l'ai assisté, c'est-à-dire celui de sa demande d'asile, avec sa compagne et la mère de ses enfants, bien sûr, Oksana Chelicina, le temps de la demande d'asile, le temps de la garde à vue par la suite, lorsqu'il fera cette œuvre qui s'appelle Éclairage, qui est d'avoir mis le feu à la Banque de France, enfin à une annexe de la Banque de France sur la place de la Bastille le 17 octobre 2017. Et puis sa détention qui a duré 1 an, quasiment. Et puis après son procès, eh bien, dans ce labyrinthe du judiciaire français, qui est très différent du judiciaire américain, qui est très différent du judiciaire russe, j'ai dû, dans une langue qui est le français et l'anglais, il parlait un petit peu anglais, lui expliquer, attention, à droite c'est une chose trappe, ceci on ne va pas l'obtenir, c'est illusoire d'essayer de combattre, on va juste s'épuiser pour rien.
et puis petit à petit l'amener à faire l'œuvre qui est la sienne. On a un adage en France de dire que le procès est la chose des parties. Donc qu'est-ce qu'on allait faire in fine de ce procès? Quand il y a eu la demande d'asile, ça se passe tout à fait à huis clos. L'interview a été très longue, elle a duré 4 heures et on a essayé vraiment avec Piotr de démontrer quels avaient été les traitements inhumains et dégradants qu'il avait subis dans son pays d'origine et notamment pendant ces périodes de détention où on lui a abîmé très très fortement un genou. Expliquer pourquoi il ne pouvait plus demeurer dans son pays d'origine parce qu'on lui avait fait un procès qu'on trouvait, un faux procès avec une accusation d'abus sexuels qui était infondée. Sachant que l'asile politique, contrairement à ce qu'on pense, enfin, moi je ne savais pas avant, enfin, pas de manière aussi forte, n'est pas accordée à des artistes. Elle est accordée à des militants politiques et lui, Piotr Pawlenski se revendique comme faisant de l'art politique, comme d'autres utilisent la couleur pour nous parler, pour s'exprimer. Lui utilise l'histoire, son corps. Donc c'est pour ça que ses œuvres sont faites à des dates précises. C'est pour ça qu'il a utilisé, par exemple, peut-être vous souvenez-vous de cette œuvre où il est nu, place rouge. Et il s'est cloué les testicules, il a été photographié et puis enlevé par les services de police, sachant que c'est le référent à un combat, celui des Tchèques, qui sont enfermés qui étaient enfermés lorsqu'ils étaient déportés, ce qui parle à tous les Russes et qui pour nous est tout à fait différent. Donc l'asile politique a été obtenu parce qu'on a été très rigoureux, on a vraiment formé une équipe. Mais c'est vrai qu'au mois de mai, quand est arrivée cette décision de l'obtention du fameux statut de réfugié, ça a quand même été une grosse victoire. Après, je pense que la solitude, l'exil, une société tellement différente, la société française, parisienne, tellement différente de celle qu'il avait pu connaître en Russie, ont été des moments d'ébranlement personnel très importants. Et puis est arrivé le moment où il a été mis le feu à l'annexe de la Banque de France, place de la Bastille. Et je n'avais pas été informée auparavant. J'ai été appelée par les services de police pour la garde à vue. Et je dois dire que dès à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça allait être une défense longue, difficile, et que l'impact d'une telle œuvre où la vidéo a été montrée, a circulé avec l'extrême rapidité de l'Internet d'aujourd'hui, qui faisait parfaitement écho au feu qu'il avait mis à la porte de la Lubyanka précédemment, sachant que c'était quand même 1 an avant le moment des Gilets jaunes, ce serait une défense difficile. Difficile parce que le choix qui a été fait par les autorités françaises et notamment le ministère public, le procureur, ça a été de faire une instruction. Une instruction, c'est un moment d'enquête qui est caché, qui est secret, alors qu'on aurait pu passer au tribunal directement dans le cadre d'une procédure qu'on appelle la flagrance. Donc le moment je dois dire que fort heureusement j'ai eu l'aide des médecins, parce que Piotr Pawlenski, on a d'abord dit il est fou, comme on l'avait dit en Russie précédemment, on avait tenté de le dire en tous les cas. Les médecins de la préfecture de police de Paris, lorsqu'on leur a présenté Piotr Pawlenski, ont dit immédiatement non, c'est un artiste. L'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris a dit immédiatement les artistes, c'est pas notre patientèle habituelle, passez votre chemin. L'instruction, je vous ai dit, a été longue, a été très vide, parce que évidemment les faits étaient reconnus, on le voyait parfaitement sur les vidéos, bien sûr il revendiquait cet acte comme art politique, l'analyse des produits n'avait rien d'exceptionnel, et la Banque de France victime, c'est une facture qui a un coût de 18 000 €. D'ailleurs, paradoxalement, les portes
de la Lubyanka, c'était le même prix, sauf que la sanction in fine a été une peine d'amende, alors que là, les mois de détention se sont accumulés, et dire que pour un défenseur, c'est compliqué quand on arrive dans une prison qu'on connaît bien, et où le chef de la détention vous dit « Ah, ça c'est un prisonnier qui a déjà une page Wikipédia ». Alors bien sûr, des tensions très importantes, une grève de la faim de la soif qui a duré 13 jours. Là, vous imaginez, il faut aller beaucoup à la maison d'arrêt, frapper à la porte du juge d'instruction qui ne vous ouvre pas, faire beaucoup de notes, et puis essayer, chaque fois que vous faites une demande de mise en liberté, et bien de sortir du secret. Et c'est là où a été finalement mon travail de résistance avec Piotr Pawlenski. C'est dans le cadre des audiences sans public, de contraindre par les textes, par l'appel à des journalistes sérieux qui font des investigations réelles, à qui néanmoins vous ne pouvez pas donner le dossier d'instruction, et bien d'ouvrir les portes. Le 7 février 2018, la plus haute instance française, c'est-à-dire la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rappelé que la justice est rendue au nom du peuple et doit être vue par le citoyen. Je pense que c'était le message essentiel du procès de Pawlenski. Une anecdote encore à livrer ici, j'en ai presque terminé. Quand il a été libéré, c'est-à-dire en septembre, après presque une année de détention, le palais de justice, qui était historiquement dans l'île de la Cité, a déménagé aux portes de Paris. Nous avons un bâtiment extrêmement moderne, avec un parvis immense. Et il a ouvert au mois de mai, et on étudiait des dernières mises en liberté, enfin la dernière demande de mise en liberté de Piotr au mois de septembre. Et là, les Femen sont venus, et sur ce parvis ultra moderne, je ne pense pas que ça avait été conçu par l'architecte à l'origine pour ce genre de choses. Elles étaient nombreuses, elles étaient très belles, avec écrit « Libéré Piotr Pawlenski » sur leur poitrine. Mais c'est pas ça qui était frappant. Ce qui était très intéressant, c'était de voir sur les photos qui ont été faites et les vidéos qui ont été tournées, l'œil de la police ébloui par la beauté de ces femmes. Pour ce qui est du procès, je voudrais dire que, évidemment, la qualité des magistrats, lorsqu'ils sont intelligents, ça transforme une audience, ça apaise, et puis ça ramène chaque chose à sa proportion, à savoir que, et c'est le but, la résistance est là quand on défend un artiste, c'est de passer des pages de la délinquance, des faits divers, aux pages culture. Je voudrais juste terminer par un petit mot que j'ai noté dans le livre que vous pouvez trouver en français qui s'appelle Le cas Pawlenski, aux éditions Loison. Cette phrase qu'il a dite au sujet de son œuvre qui s'appelle Liberté. En Russie, on éteint des feux très facilement, mais il est presque impossible de les allumer. Merci beaucoup, Dominique. On a une situation qui, pour moi, est extrêmement importante parce qu'elle arrive à croiser les dimensions. C'est-à-dire que le traitement croisé de l'affaire Pawlenski en Russie et en France est assez révélateur aussi, de par les différentes stratégies de répression. Et la dernière phrase que vous avez citée montre que la répression se situe principalement en amont et sur deux cas spécifiques en Russie, alors que du coup, les procédures judiciaires françaises ne sont pas forcément adaptées à ce genre de gestes politiques radicales et paradoxalement peuvent être beaucoup plus lourdes à leur égard que dans un pays plus autoritaire que le français, que le russe, pardon, enfin que le français, pardon. Oui, je voulais juste dire comment, pas à pas,
on est arrivé à quelque chose de très artistique. Et quand le président est venu pour donner le résultat, la sanction, elle est très simple, elle était prévisible et attendue, à savoir, on condamne à hauteur de la prison qui a été faite. On appelle ça couvrir la détention. Et dans un premier temps, le président a dit, en utilisant une phrase d'un film très connu de Cocteau, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dit Monsieur Pawlenski, je vous condamne à vivre. Merci beaucoup. Je vais demander peut-être à Mehdi Belhaj-Kassem de nous parler de son rapport à la résistance, et tout simplement en fait. Donc, tout simplement, moi je me sens complexé par rapport aux autres invités parce que mon travail est d'ordre uniquement intellectuel et le type de résistance que je mets en œuvre dans mon travail, je vais être un peu provocateur, mais je dirais que c'est résistance à la démocratie. Alors je m'explique, résistance à la démocratie, c'est démocratie telle que la propagande en a été mise en place à la Seconde Guerre mondiale du siècle dernier. Pour d'excellentes raisons du reste, c'est parce que les États-Unis étaient en guerre contre les nazis. Et donc, pour convaincre un public américain qui n'était pas très chaud, on leur a montré ce que c'était que la démocratie. On a fait une équivalence qui dure jusqu'à aujourd'hui entre démocratie et capitalisme. C'était de bonnes raisons, parce qu'en face, il y avait le nazisme. Ensuite, il y a eu, ça explique l'échec du communisme, c'est l'incapacité à s'articuler à une vie démocratique. Donc voilà, je dirais que le travail intellectuel aujourd'hui, c'est de résister à toutes les formes, résistance c'est au pluriel, et ce à quoi il faut résister, c'est à toutes les formes de consensus. Alors quand on fait de la philo, il y a deux formes de consensus qui se mettent en place. Il y a le consensus, les consensus plus exactement académiques, c'est-à-dire toute forme de discursivité qui impose les normes. Et il y a les formes de consensus qui viennent du journalisme, des médias. C'est deux formes de consensus auxquelles il faut résister. Voilà ce que j'appelle résister à la démocratie. C'est-à-dire pour qu'advienne une forme démocratique plus fidèle aux valeurs que défend la philosophie. Donc les gens avec qui je suis aujourd'hui, on peut évoquer Mallarmé. Mallarmé disait le travail poétique, mais on peut considérer Mallarmé comme une sorte de philosophe, c'était de rendre plus purs les mots de la tribu. Ça veut dire arracher au consensus régnant des signifiants et les articuler dans un discours qui explique les phénomènes les plus courants de la vie de manière novatrice. Donc rendre plus purs les mots de la tribu, disait-il, et il disait aussi un présent fait défaut, faute que se déclare la foule. Et ici, les gens avec qui je suis invité, alors Maxime, Olivier avec qui j'ai discuté, tous les gens avec qui, comme tu as dit, qui risquent leur vie, non pas comme un intellectuel qui lui résiste, j'ai envie de dire un résistant c'est quelqu'un qui se cache, il faudrait évoquer longtemps, et c'est pour ça que je suis prudent avec le mot résistance, parce que ça renvoie justement au nazisme et à des gens qui ont risqué leur peau pour lutter contre ça. Résistant, quand même, c'est quelqu'un qui se cache, j'ai envie de dire, nouvelle provocation. Et des fois, il y a des gens qui ne se cachent pas, qui sont les gens que tu as invités, toi tu en fais partie pour moi, des gens qui, pour lutter contre le consensus dont je parlais, passent à l'action, je dirais. Ne restent pas, comme le philosophe ou le poète, dans leur coin à fabriquer une politique qui est à venir, mais des gens qui font que se déclare la foule. Voilà, Maxime, Olivier, toi, par effet d'accompagnement, monsieur, vous êtes des gens qui font en sorte que la foule se déclare. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, avant de peut-être passer, un mot sur la résistance en tant que philosophe quand même, notamment par rapport à la violence du consensus, c'est-à-dire que la précarisation de la condition intellectuelle aujourd'hui, je pense, est au centre des problématiques politiques de notre société. Tout à fait. Alors là, c'est ce que je disais, et d'où la nécessité et l'héroïsme de ces gens qui font en sorte que se déclare la foule. C'est que la résistance au consensus, il y a une violence absolument extrême, et que pour moi, c'est pour ça que j'ai fait une trop rapide
généalogie de ce que connotait malheureusement le signifiant démocratie aujourd'hui. C'est-à-dire, si on allume la télévision, on ne va pas vous mettre en grandes lettres « démocratie égale capitalisme ». Simplement, c'est le message hégémonique d'aujourd'hui. Toutes les informations qui nous sont transmises, tous les divertissements qui sont censés nous aérer l'esprit et en fait remplissent de conneries, hein, pour dire les choses comme elles sont. C'est résistance à tous les régimes discursifs qui nous font appréhender les phénomènes d'une certaine façon. Et donc pour affronter dans la simple vie intellectuelle ce monstre du consensus, je ne sais pas si vous connaissez le film Le Blob, avec une espèce de grand monstre informe, insaisissable, qui se glisse partout. La forme de résistance ne peut qu'être pour moi celle de l'évitement de ces discours, et non pas d'affrontement direct. L'affrontement direct, il a lieu, et ça c'est le moment politique, il a lieu avec tous les autres gens qui sont invités là, ceux qui font que voilà, se déclare la foule. Mais sinon, ces discours sont tellement hégémoniques que moi, ma stratégie, c'est plutôt de les éviter. Mais ce travail d'évitement, c'est un sport. C'est pas de tout repos. Mina Salami, I would like to, you produce an intellectual work, so I would like to ask you, how do you position yourself regarding this, not alternative, but this sort of diagram that goes from intellectuality to action and through individuality to masses? And how do you try to, do you take into account the relationship to masses in your work and the way you influence them, or is it something that comes only from your inner self and that you try to preserve its integrity as much as possible without trying to take into account the reactions or the work that, the reactions that your work produces? Are you in permanence interacting with the masses and the flow of information that you receive and produce, or on the contrary, do you try to preserve yourself simply as an intellectual, individual warrior in a sense? Thank you. I definitely interact with people. I guess we could call it the masses. The work that I do is about resisting a kind of paradigm, a worldview, you could say, which, so at the moment, for example, I'm working on a book which is titled Sensuous Knowledge, a Black Feminist Approach for Everyone. And the reason that it is titled that way and that it is important for me to approach it as something that is relevant for everyone is because the book is basically challenging universal concepts that shape what we all know to be knowledge, that shape all of our lives. So concepts like power, knowledge, beauty, race, identity, decolonization, but that we normally are taught, and the masses are taught to look at these kinds of very universal concepts through what I would say is a Eurocentric and a patriarchal and imperialist worldview. And what I am doing is looking at these kinds of concepts and these ideas that shape our world from an Africa-centered, feminist, and a Black feminist specifically, perspective. And I'm very interested in how these ideas and these concepts change when we do that. And I see that as a fundamental or a kind of core way of resisting. And I very much agree with my colleague who just spoke that, you know, the work of reshaping ideas, it doesn't necessarily always feel as forthright as the work of going out there and doing boycotts and occupying and so on. But I do think that at the moment, what our resistance movements really need is something that I call interiority. So there's a concept, a wonderful concept in Yoruba language, which is a Nigerian language that is spoken by
by millions of people around the world, although unfortunately I don't speak it even though I'm of Yoruba heritage. And that concept is called Ogbon Inu. And Ogbon Inu, literally translated, means a knowledge of the gut, but you could translate it to mean interiority. And what we're missing at the moment in so many of our movements is this kind of interior quality, because the oppressive systems know that minds that are fragmented and focused on the external are more easily manipulated. And so through my work, I've been able to identify that oppressive systems such as patriarchy, imperialism, heteronormativity, hypercapitalism, they seek to intentionally devalue this quality of interiority. And the reason for that is, first of all, because they seek to control things that are associated with interiority. So womanhood, first of all. Womanhood, which has this particular quality, nature, poetry, and the arts. And I think that it's very important that we sort of bring these out for our movements and resistance. And would you be able to explain us briefly, for example, the deconstruction of, the work of deconstruction on one of the concepts that are commonly used, whether power or, and to show us how do you try to work over those concepts and try to give a different perspective on them in order to trigger an emancipation? Yes. Well, speaking of power, for example, I developed a theory which I call exousians, and exousia is the Greek word for power. And normally, when we look at power through this kind of Eurocentric patriarchal paradigm, we think of power as something that can be measured, like we do with all things. So there's a lot of hierarchical thinking going on. And so one of the most famous theories about power is, I think Robert Dahl, his name is, where he says, power is the ability of A to influence B, to get A to do what he or she wants B to do. And you have several ideas of power insofar as how our societies are structured. This is how we interpret power. But exousians is instead something that I define as marked by the quality of what I call branching. This is quite theoretical, but I've tried to explain it. So branching is the kind of what are called dendritic patterns, which are the fractals that we see in patterns in the human arteries, in thunder, in rivers. So this kind of shape that there's a source and an end, and along the way there are branches. And so when we look at power in this way instead, there's a kind of reciprocity. So it's almost like the chicken and egg scenario. You can't really tell what came first. Was it the source or the end? If you look at a tree's branches and the whole ecosystem, everything is interdependent, you could say. And so when you look at power this way, for instance, in resistance movements or in one's personal life, we're able to see that there are many different branches to resistance. So both the external and the interior, for instance. It's hard to condense, but it's very much focused on sustenance, the idea of the commons, the idea of reciprocity. So for instance, if we looked at the economy in this way, rather than focusing strictly on surplus and scarcity, we start to think of how economies can be almost erotic in nature. So having a kind of erotic economy where we are trying to reciprocate and encourage creativity and encourage emotional intelligence simultaneously as we are also able to thrive. Because what I really think needs to, the most important type of resistance is against the way that we think, because we're willing to
change many things. We want to change society, we want to change economies, we want to change politics. But what we're very hesitant and resistant to do is change the way that we think. And that means that ultimately we go into many of our movements using the same typical patriarchal, fragmented, power-hungry, and hierarchical systems. And so after a while, even if there is a kind of initial success, as we've seen in everywhere from Zimbabwe to Myanmar to Bolivia at the moment, there's a kind of toppling of power, there's a systemic change, but eventually it isn't lasting because the system, because the paradigm of thinking hasn't changed. And so you end up with a similar situation where people are trying to accumulate power and then it becomes corrupt and we're back to square one. And I'm really tired of that, and I know that many people are, and I think we really need new paradigms of thinking, which eventually means that we need a new paradigm of knowledge. We need to question what knowledge is, because at the moment we sort of think that, for instance, we're just speaking of power, we think that power means the same thing to everyone, but it is impossible that power means the same thing to women as it does to men. Power certainly does not mean and cannot mean the same thing to black people as it does to white people. And it is only when we bring in like all of these kind of myriad and diverse views that we begin to get the true picture of what knowledge is and what these concepts are, and then we can apply that to changing society. And I guess one of the, in what you said, the fact power being an object of desire for many people who are in the dominant sphere of their society, for example, in the Western world, white young men who have the capacity to access this power much easily than most of the population, which on the other hand will be on the contrary in the fear of this power and in the form of repulsion to this power. So we have the same object that is perceived completely differently in the same society by different straits of society, and though still defined with the same word and as supposedly defining the same structure, which is not the case, the same nature. I would like to ask maybe Yvonne Goua and Olivier Goudet, who come from Guyana, de nous dire, est-ce que vous avez un désir de pouvoir? Est-ce qu'au cœur de votre lutte, il y a quelque chose qui s'est mis en branle de façon à, quelque part, prendre ce pouvoir à la place de ceux qui l'ont et qui l'accaparent peut-être de façon injuste? Ou est-ce que c'est une autre dynamique qui s'est mise en œuvre? Et évidemment, pour nous dire ça, si vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'était votre lutte et ce qu'elle signifie, ça serait important, évidemment. Eh bien, c'est Mouniambel, bonjour. Bonjour au Portugal. Merci, Juan Mongo. Merci à vous. Merci, Juan, de nous porter aussi haut. En tous les cas, de porter la Guyane à ce niveau. C'est avec honneur que nous sommes ici. Et je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on puisse donner un tonnerre d'applaudissements pour tous ces militants et Juan Branco. Merci. Sémounian, ça veut dire mesdames et messieurs. La Guyane, c'est nos frères amérindiens, nos frères bushinengués, des langues communes qui se parlent en Guyane. La Guyane, ce sont des descendants africains et aussi une population immigrée. La Guyane, c'est le dernier pays colonisé par la France sous l'autorité du colon sur le continent sud-américain. La Guyane, c'est la commune la plus grande de France, Maripasoula, qui n'a pas de route pour accéder à la cité administrative de la Guyane. Maripasoula est une commune enclavée, la plus grande de France, là où le président Emmanuel Macron, président français,
s'est permis de dire à nos frères Bushinengue, nos frères amérindiens, qu'ils n'étaient pas le Père Noël. Mesdames et messieurs, la résistance aujourd'hui pour nous, c'est se trouver face à des gendarmes, des policiers, se trouver face à nos élus qui refusent et qui se soumettent à la loi du gouvernement. Les 500 frères contre violence, qu'est-ce que c'est? Des hommes, des femmes, mais plus majoritairement des hommes cagoulés. Cagoulés pourquoi? Parce que l'insécurité, eh bien, est le maître mot en Guyane. Et les 500 frères, nous avons dû nous constituer en collectif, nous mobiliser pour exiger ce que l'État ne fait pas sur le territoire. Mettre en place et surtout régler ses compétences régaliennes et obligatoires, donc la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes obligés de lutter, de nous battre pour obtenir l'accès à l'eau, à l'électricité, à la scolarisation. Le b.a.-ba que Marseille, Bordeaux a à sa disposition. Je suis Olivier Goudet, président de l'association Contre Violence, président d'honneur des 500 frères. Alors, un résistant, souvent appelé un guerrier, mais nous avons coutume à dire que nous sommes déterminés, que nous irons jusqu'au bout. Depuis 2017, nous avons lancé ce mouvement, les hommes cagoulés, où nous exigions les accords de Guyane. Nous avons, tant bien que mal, réussi à faire signer l'État. Nous avons résisté, d'où cette invitation, résisté pendant 2 mois à l'État. Je voudrais également donc, vous présenter, je vais lui donner la parole, une femme militante, guerrière, qui est notre porte-parole, Yvonne Goua, que je vous demanderai d'applaudir également, parce qu'en Guyane, elle est vraiment, mais vraiment en résistance. Merci. Alors c'est vrai, pour essayer de présenter quand même la Guyane, il l'a dit, et expliquer. En fait, la résistance, le mode guerrier, c'est un mode de tous les jours en Guyane. Comme on vous l'expliquait, on est obligé de se battre pour le b.a.-ba. Et quand on réclame, quand on revendique, on paye le prix cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Olivier Goudet, on ne le dit pas, mais il a 2 procès en cours. Enfin, il est attendu au tribunal, le 21 et le 26. Un pour violence policière, alors que c'est un policier qui l'agresse. Cherchez l'erreur. 2 pour apologie d'actes de terrorisme. Une fois où il s'exprimait, où il parlait, où il essayait d'expliquer dans un débat devant le commissariat pour dire qu'à un moment donné, quand on fait du mal au peuple, quand on violente le peuple, quand on n'aide pas le peuple à s'émanciper, à avancer, à se développer, qui est parfois le b.a.-ba, ben, on peut se retrouver dans une situation comme en Corse, et où effectivement paix à son âme et effectivement c'est pas un manque de respect, donc derrière on expliquait que quand même un préfet est mort et qu'en Corse voilà il y a des guerres et tout ça, enfin, il y a eu des gens morts pour des représentants de l'État parce que le peuple s'est senti opprimé, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Et on l'a attaqué, on a dit qu'il a fait de l'apologie d'actes de terrorisme et que donc du coup, alors qu'il disait pas c'est bien, il faut le faire, il disait attention État à ce que vous faites parce que derrière ça peut aller loin, on en a utilisé ces paroles contre lui pour l'amener devant le tribunal. Donc c'est une lutte de tous les jours parce que on est là aujourd'hui, mais il faut aussi qu'on parle et qu'on remercie tous les anciens militants guyanais qui se sont battus parce que il a fallu se battre pour avoir un rectorat en 96. Et suite à ça, on a eu en Guyane française, en 96, on était déjà un département français, et on a eu quand même des gens déportés, c'est le terme, comme à l'époque de l'esclavage. On les a mis dans des cales de bateaux
pour les envoyer à Ducos, pour qu'ils soient jugés à Ducos, parce que pendant ce temps, en Guyane, il y avait des émeutes, il y avait des révoltes, et donc pour pas être influencés par ce qui se passait sur le territoire, on les a déportés, en les emmenant dans des cales de bateaux, en les faisant vivre dans des conditions inhumaines, et voilà, pour violer leurs droits à la défense, parce que derrière, on les envoyait en dehors du tribunal, en dehors de la Guyane. On a un monsieur aussi, un militant, qui a été battu à mort, laissé pour mort, et qui, du coup, par un commando, et en 2011, et c'est en 2018 qu'on lui a donné enfin la parole d'expliquer, enfin de dire ce qui lui était arrivé, puisqu'il y avait des photos quand même où il est dans un bain de sang. On lui a demandé de s'expliquer, là en 2019, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 semaines. Donc peut-être que le fait que nous soyons actifs et qu'on revendique a amené à tout ça. Donc des luttes de tous les jours, parce que des luttes, des révoltes de tous les jours, parce que quand même la Guyane, pour information, c'est presque le Portugal. C'est 86 000 m², ce bout de territoire, qui est à 8000 km de la France, et qui donc du coup, malgré le fait que l'État français veut nous gérer comme les départements français métropole, hexagone, n'a rien à voir avec le département. Le plus grand département français, ben, c'est la Gironde, 10 000 km², et nous, c'est quand même 86 000. Ils ont 1 million de population, nous avons 350 000 personnes sur le territoire, donc on estime pour l'État que c'est peu, c'est pas suffisant pour donner les moyens d'avoir des écoles, des routes et tout ça. Donc nous, la résistance, donc le mouvement a commencé le 15 février 2017. 15 février 2017 parce que, en plus de subir les manquements de l'État, on subit la délinquance, la violence et, on va dire, voilà, des meurtres et tout ça. Donc la population, enfin nous, les 500 femmes, nous sommes soulevés le 15 février pour dire ça suffit. L'État, à minima, ben, faites votre travail régalien, assurez notre sécurité. Déjà, comme vous assurez la sécurité de la base spatiale, comme vous assurez la sécurité des fonctionnaires. Donc, ça a commencé par des réunions, des marches, la mobilisation. Et 1 mois après, alors que ça n'avançait pas en termes de négociation, on a décidé, la population a décidé de bloquer le pays. Bloquer le pays, pas pour nous bloquer nous, même si derrière ça a quand même beaucoup d'impact sur la population, puisqu'il faut savoir que tout est importé. On est département français depuis 1946, mais tout ce qu'on mange vient de l'Hexagone, donc des bateaux. Et une fois qu'on n'est pas alimenté, ben, du coup on a du mal, mais bon, il y a quand même la production locale sur tout ce qui est agriculture et tout ça. Mais c'est pas développé, c'est pas. Pourtant on a un territoire qui permet de faire de l'agriculture de grande ampleur. Non, c'est pas. Donc on a un souci. Dès qu'il y a 2 mois de mouvement, c'est le problème qu'il y a eu d'ailleurs en Guadeloupe quand ils ont fait la grève pour la vie chère. Donc au bout d'1 mois, ça n'avançait pas, donc on a bloqué le pays, mais bloqué le pays pourquoi? Parce qu'on visait la base spatiale. Parce que la base spatiale, c'est des milliards, c'est des millions, qui est en Guyane. Et à côté de ça, ben, on a aussi, donc Kourou, c'est la ville de la base spatiale, on a des personnes qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas l'électricité. Et donc c'est pas normal. Donc du coup, on a bloqué le pays pour que les différentes pièces de la fusée ne puissent pas arriver à Kourou et que les fusées puissent décoller. D'accord? C'était ça l'objectif. Et tout le monde s'y est mis. On a bloqué de Cayenne depuis l'aéroport jusqu'à Makouria, une commune, enfin ce sont des communes de la Guyane, Kourou, tout ça, tous les ronds-points, tout était bloqué, du coup, difficulté de pouvoir circuler. À un point où, je peux vous dire, pour vous expliquer qu'on est en Guyane dans un monde où 2 mondes cohabitent, ben, quand la base spatiale a été bloquée, ils ont du coup circulé en hélicoptère. Donc, en tout cas, amener le personnel d'un point A à un point B pour pouvoir continuer à travailler. De ce moment-là où on a commencé à bloquer le pays et qu'on a réussi à mettre le 28 mars 2017 50 000 personnes dans la rue, 50 000, la population, je vous le disais, c'est 300 000, donc plus de 10% de la population, là, on a commencé à avoir un gouvernement qui s'est déplacé pour pouvoir négocier avec nous. Donc voilà, c'est l'union, c'est la diversité des actions qui a mené à la signature des accords de Guyane. Mais alors qu'on a des accords de Guyane, comme disait Olivier Goudet, qui sont signés, qui sont au journal officiel, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on est obligé de se battre pour la mise en œuvre de ces accords-là. Donc depuis 2 ans, nous sommes encore sur le terrain, jusqu'à être justement attendus au tribunal correctionnel dans 2 semaines, parce qu'il faut continuer à exiger que l'État
respecte sa signature. Parce qu'on n'a pas demandé 2 milliards, 1 milliard, de l'argent pour de l'argent. Dedans, ce sont des écoles, des lycées, des routes et de la sécurité. Donc même, parce que comme on leur a dit, je pense que jamais, même ici mes collègues, n'iront demander jusqu'à avoir plus de forces de l'ordre pour assurer sa sécurité. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'État de faire son travail. Ils ont chiffré, ils nous ont dit voilà, on va mettre 50 gendarmes de plus. Ben, ça va coûter tant. Donc à nous de payer la facture par rapport à ça. Et donc voilà, donc aujourd'hui, les préfets ont changé. D'ailleurs, pour information, la plainte pour apologie d'actes de terrorisme, c'est l'ex-préfet et l'ex-procureur qui, ensemble, se sont mis ensemble pour porter plainte contre Olivier Goudet. Alors qu'en France, il est censé y avoir une séparation des pouvoirs, justice et tout ça. Et derrière, le dossier est clair. Ils se sont mis ensemble avec les policiers qui vont se rendre en préfecture pour prendre la plainte et au tribunal pour prendre la plainte. Donc on en est là aujourd'hui, dans cette mascarade de justice, mascarade de prise en compte du territoire. J'ai essayé de faire simple. S'il y a des questions, on est là. Je pense que ça va être important de revenir sur le rapport de la lutte à la masse, mais avant je voudrais demander à Omar Barghouti comment est-ce qu'on, I mean, in a cause like the Palestinian one, which has been going on for so long, what are the means to fight? And you have found one, and I would like you to develop about this one and to explain to us how does this mean that you have been using can be coordinated with others in order to try to trigger change. And of course, if you are optimistic or not about the capacity now to still produce effects on that regard. Thanks, Juan. I prepared some notes. I don't know if it's okay to read them because I think it's, in the interest of time, it's best to read them. Dr. Martin Luther King famously wrote, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality tied in a single garment of destiny." This network of mutuality has never been as evident and as needed as it is today, as almost every contemporary system of oppression, as we've seen, can only be maintained by the conscious complicity of many other systems of oppression, from states to corporations to institutions. Globalized oppression necessitates globalized resistance and solidarity. As a case study, the nonviolent boycott, divestment and sanctions, or BDS movement for Palestinian rights, seeks first and foremost to cut those links of complicity with Israel's system of military occupation, apartheid and settler colonialism. Born in 2005 by the absolute majority of Palestinian society, BDS calls for 3 basic rights of the Palestinian people: ending the occupation of 1967, ending the system of racial domination and discrimination which meets the UN definition of apartheid, and the rights of Palestinian refugees to return. Although launched in 2005, BDS is deeply rooted in decades of Palestinian nonviolent resistance against settler colonialism. It's inspired by the South African anti-apartheid movement and by the US civil rights movement, among others. It, along with climate and gender justice movements, I think, they belong to the same paradigm of globalized solidarity and resistance. So solidarity is not charity, and that's an important point, especially here in Europe, to say that. Solidarity with an oppressed community today emanates mainly from an internationalist commitment to justice, a sense of responsibility, an obligation to stand with the oppressed, upon recognizing that one's own institution or state is complicit in maintaining the system of oppression, or, most crucially, as a realization that this remote oppression is not only supported by one's state or institutions, but is intersectional. And this issue of intersectionality is very important. It's a term we learned from black feminists in the US. It basically says, since oppressions are intersectional, they intersect,
gender, race, and class oppressions intersect, resistance to all those forms of oppression has to intersect as well. And this is the case in Palestine as well. So to think globally, act locally, which we've been hearing for decades among social actors and activists, must be changed drastically, especially in the Trump era. With the emergence of a powerful international far-right alliance, resistance to any local regime of racial, economic, social, or national oppression must be, by definition, global, intersectional, and consistently moral. This is necessary not only on ethical grounds, but also from a goal-oriented perspective to maximize chances of success. The international anti-apartheid movement in South Africa, in fact, is a very important case study. It signaled a radical shift in the very meaning of international solidarity. While Cuban, Algerian, Palestinian, and Libyan arms and training support for the anti-apartheid movement continued the anti-imperialist tradition, the ANC, the African National Congress, which led the struggle against apartheid, asked Western citizens, trade unions, churches, and mass social movements to transcend this traditional solidarity by directly and effectively supporting the liberation struggle through cutting the lifelines, cutting complicity of states, of corporations, banks, institutions. Inspired by this tradition and anchored in the Universal Declaration of Human Rights, the BDS movement for Palestinian rights consistently and categorically opposed all forms of racism, and that's a very important point in today's effective resistance and principled resistance. So we oppose all forms of racism, including anti-Semitism. One's identity, the movement upholds, should never diminish or restrict one's entitlement to rights. Our movement targets complicity, not identity. We don't care what identity the master has. As long as the master oppresses us, we'll continue to resist. It is crucial to emphasize that since there's nothing Jewish about Israel's regime of occupation, apartheid, ethnic cleansing, and siege, there's nothing inherently anti-Jewish then in opposing non-violently such a system of oppression. Based on this inclusiveness, BDS has worked to establish and nourish bonds of mutual solidarity with movements for racial justice, indigenous justice, LGBT justice, climate justice, and so on. And BDS today plays a very important role in the rising wave of anti-fascist movements around the world. A very important part of resistance and solidarity is decolonizing the minds of the oppressed. It's a fundamental and necessary ingredient in resistance. In order for any regime of oppression to succeed, oppressors understand that they must subdue and eventually domesticate the oppressed population, including by imposing isolation on it. The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed, argues South African Black consciousness leader Steve Biko. A common strategy adopted by oppressive regimes is to infect our minds with the fatal virus of despair through dehumanization, isolation, and violent crushing of any resistance with disproportionate force and savagery. The Zionist settler colonial project in Palestine, for instance, which began in the first quarter of the 20th century and is still ongoing, fits this pattern. It has persistently sought to colonize not just our land, but our minds as well. As early as 1923, Zionist leader Ze'ev Jabotinsky wrote with clear honesty, quote, "Every native population in the world resists colonists as long as it has the slightest hope of being able to rid itself of the danger of being colonized." And then he says, "Zionist colonization of Palestine must either stop or else proceed regardless of the native population,
which means, he says, that it can proceed and develop only under the protection of a power that is independent of the native population, behind an iron wall which the native population cannot breach. End of quote. And I'm reaching the end here. Aside from its more recent concrete walls, Israel has incessantly been constructing an iron wall in our minds by trying to reduce us to what I call relative humans. Humans only in the relative sense. So we're not entitled to the full set of rights, we're entitled to a subset of rights. To isolate us from our Arab environment and the rest of the world, and to sear, to burn into our consciousness through sustained hegemonic violence, the imperative of submission to its indomitable power as fate. Consequently, the struggle for Palestinian liberation has always been conditioned upon decolonizing our minds from this deep-seated powerlessness that may inhibit us. And we should embark on a praxis, as Brazilian educator Paulo Freire would say, a radical process of hopeful, globalized resistance, transformation, and emancipation. Despite decades of ruthless ethnic cleansing and settler colonial brutality, Palestinians have not given up. We continue to resist oppression and to assert our quest for self-determination and equal rights to all humans. Israel's regime of oppression and its anti-Palestinian authoritarian allies, from the Trump administration to Eastern European leaders, to Bolsonaro in Brazil and Modi in India and others, those fear our shining a light of truth that reveals their lies. They dread our tireless quest for justice and equality. They loathe our love for freedom and our insistence on nothing less than an existence with dignity and the full menu of rights, as Archbishop Desmond Tutu of South Africa once said. Thank you. We've just spoken about a struggle that has a clear objective and a clear way to go. I was speaking with Salah Dabouz, who's one of the main figures of the current Algerian revolution, et un des sujets qui est venu dans notre discussion, c'était le fait que la direction pouvait être déterminée, c'est-à-dire en finir avec ce régime et les pratiques qui détruisaient l'Algérie, mais que l'objectif commun de l'ensemble des manifestants restait à établir. Et j'aimerais que vous reveniez sur la situation qui actuellement touche à l'Algérie et la façon dont justement s'organise cette contestation, cette résistance extrêmement puissante contre un régime qui pendant des décennies pourtant avait réussi à imposer sa domination à la population sans aucune forme de capacité de renversement qui émergeait, ou alors à chaque fois avec un écrasement extrêmement violent lorsque celle-ci tentait d'émerger. Bonsoir, merci. Merci pour l'invitation d'abord. Alors, le cas de l'Algérie, c'est un cas un peu particulier. C'est pour ça que je trouve que le fait de rencontrer des gens qui font à peu près de la résistance, chacun à sa manière, et pour chaque cas, pour des objectifs, grosso modo, on est dans la même direction, mais peut-être qu'on est situé dans des niveaux différents. En fait, en Algérie, il y a eu une révolution de 54 à 62 pour se débarrasser du régime colonial. Sauf que les gens qui ont réussi à faire cette révolution, ils ont juste pris la place du régime colonial, c'est-à-dire ils ont gardé les mêmes pratiques, le même découpage administratif, le même système de justice, qui est un système conçu pour la France. Donc sur le plan social et culturel, rien n'a changé, sauf qu'il y a eu une autre équipe qui a pris la place du colonisateur, mais qui a continué à gérer le pays avec les mêmes pratiques, surtout les pratiques, c'est-à-dire les mêmes instruments, mais des pratiques du régime colonial, c'est-à-dire gérer la société par la répression exclusivement, en instrumentalisant les systèmes
de sécurité, les systèmes de justice pour encore contrôler cette société de mieux en mieux et d'en faire ce qu'on veut. C'était, en 1962, c'était un modèle de société imaginé par un pouvoir qui a pris la place du pouvoir colonial et qu'il veut imposer. Et donc, du coup, nous avons un double problème en Algérie. D'abord, nous avons un régime politique dictatorial, militaire, qui ne convient pas du tout. Bien sûr, il a toutes les facilités parce qu'il y a des ressources naturelles immenses, donc il n'a pas besoin de faire des efforts pour organiser la société. Il vend du pétrole, il distribue l'argent, il couvre toutes les insuffisances. Mais nous avons surtout un problème, c'est un problème de projet de société qui n'a jamais été traité. Et du coup, nous savons maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure à des amis, nous savons très bien ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut. En fait, c'est des groupes, à chacun, un objectif et un projet de société dans sa tête. Et je pense que ça va être très difficile après la chute du régime, parce que je pense qu'il a chuté, parce que c'est peut-être on est l'un des rares régimes, je ne sais pas, qui est exclusivement militaire et basé sur les renseignements, avec une façade civile. Ni le Parlement fait son travail vraiment, ni le gouvernement fait son travail vraiment, ni la justice aussi. Et donc, toutes ces institutions, c'est juste une vitrine, et les vraies décisions et le vrai... c'est-à-dire, le pays, en fait, est tenu par une couche non apparente et avec les moyens militaires pour empêcher les gens de contester. Bien sûr, le fait qu'il y ait une décennie sanguinaire, de 91 jusqu'à presque 2001, 2002, ça a mis la société en position d'otage, c'est-à-dire que tout le monde était sidéré, les gens pensaient qu'il vaut mieux ne pas bouger parce que sinon ça va être encore la guerre, etc. Nous avons 200 000 victimes, 20 000 de disparitions forcées et des crimes odieux, et donc il y a des gens qui travaillent pour que tout ça soit oublié, et du coup ça a pris du temps depuis la fin de cette décennie jusqu'à aujourd'hui pour qu'il y ait presque une nouvelle génération qui arrive et qui ne soit pas terrifiée, avec, ajouté à cela, les moyens de communication, la technologie qui a permis aux Algériens de se connecter comme partout à travers le monde, et donc d'échanger, de comprendre, de se mettre un peu à niveau par rapport aux moyens de résistance, etc. Et le peu de résistance qui existait dans certains partis politiques et dans certains syndicats et même certains individus qui continuaient à dire non, il faut un changement profond. Tout ça fait que à un moment donné, quand le régime en place avait décidé, déjà en 2014, de présenter l'ex-président qui était déjà malade et qui ne communiquait plus comme candidat à une élection présidentielle de façade, et qu'il n'était même pas obligé de faire une campagne électorale, donc il y avait d'autres gens qui ont fait cette campagne parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. En ce moment-là, déjà en 2014, ça commençait à bouillonner, mais en 2019, quand la même équipe pensait pouvoir refaire le même coup, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, et du coup, on met tout sur la table, et actuellement, on sait, tous les Algériens savent très bien qu'ils n'en veulent plus de ce régime politique. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas d'élection, peut-être que je me trompe, mais je dis ça parce que il y a eu une première date, le 18 avril, c'était prévu qu'il y ait des élections le 18 avril 2019. Le mouvement qui s'est déclenché le 22 février a fait qu'on annule ces élections
Et puis il y a eu une deuxième date, le 4 juillet, c'était prévu pour le 4 juillet. Le mouvement a encore fait échouer cette deuxième date. Entre les dates, il y a eu plusieurs dates, il y a eu plusieurs initiatives de fausses négociations organisées par le régime qui se parlait à lui-même. En fait, il choisissait des gens pour dire voilà, ce sont des représentants de la population, on va discuter, puis on va imaginer une solution. À chaque fois, je crois, 7 rounds qui étaient échoués. Et donc là, le peuple, il sait très bien ce qu'il ne veut pas. Et donc tous les vendredis, quand ils sortent marcher, et maintenant aussi les mardis, et parfois les jeudis soirs, c'est le même mot d'ordre, on ne veut plus de régime militaire, il faudrait que toute cette classe cède le pouvoir et il faut organiser la gestion de la chose publique, il faut qu'elle soit organisée par les civils. Ça c'est le mot d'ordre qui a démarré le 22 février, même avant, hein, parce qu'avant c'était des petits foyers, mais le 22 c'était national, c'était à Kharata et c'était à Khanchila avant le 22 février, mais le 22 c'était national. Mais depuis la démission, enfin depuis l'arrêt, depuis que le régime a abandonné les élections du 18 avril, je crois que c'était le 2 avril que le président avait démissionné, donc annoncé qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il ne se présentera pas. Depuis cette date-là, la révolution s'est carrément appuyée sur un mot d'ordre, dit en plusieurs formes, même chanté parfois, pas de régime militaire, plus de régime militaire, et surtout le message très clair, on n'a rien contre l'armée, mais on en veut à l'état-major. En Algérie, il y a un état-major formé par plusieurs généraux qui tiennent le pouvoir, c'est eux les vrais tenants du pouvoir avec les services de renseignement. Donc il faut savoir que depuis le début, les services de renseignement ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de savoir qui encadre cette révolution. C'est des millions d'Algériens qui sortent dans plusieurs dizaines de villes tous les vendredis. Et donc ils font une espèce de carte en essayant de repérer les leaders. C'est ce qu'on m'a dit, plus de 700 personnes qui sont identifiées comme encadreurs de ces marches. Il y en a presque 200 qui sont déjà en prison, d'autres ils peuvent être arrêtés à n'importe quel moment. Pour les gens qui sont déjà en prison, quand j'étais en Algérie, j'étais l'avocat de certains d'entre eux. Le plus célèbre, c'est quelqu'un qui s'appelle Lakhdar Bourga'a, qui a 86 ans, qui a fait la révolution de 54 à 62 et qui a eu l'honneur d'être un facteur rassurant qui a apporté beaucoup de confiance, parce que c'est lui qui avait tout à fait au début dit à tous les jeunes mais continuez, vous êtes sur la bonne voie, parce que effectivement ce que vous dites, il a même expliqué un peu le régime, parce que le régime en Algérie il l'accepte, même il encourage d'être critiqué, mais il n'accepte jamais d'être expliqué. Justement le problème maintenant, c'est si vous commencez à expliquer ce régime, vous pouvez avoir beaucoup d'ennuis. Donc lui il a expliqué, il a commencé à expliquer, il a tout de suite été mis en prison pour pas seulement ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il aurait pu dire s'il était resté libre, avec beaucoup d'autres. Il y a des journalistes, des hommes politiques, des syndicalistes, des jeunes, des étudiants, etc. Donc, des porteurs de drapeaux amazigh, justement. C'est pour ça que je dis que nous avons un double problème, un problème de système politique qui est dictatorial. Nous avons aussi un problème de projet de société. Donc vous portez un drapeau amazigh qui est un drapeau qui renvoie à l'identité de toute l'Afrique du Nord. Donc vous pouvez vous retrouver en prison, mais pas dans toutes les régions, parce que si vous le portez en Kabylie, vous n'êtes pas ennuyé, mais à Alger, si. Est-ce que ces arrestations de masse
est-ce que d'abord c'est des arrestations de masse? Est-ce qu'au-delà des leaders qui sont arrêtés, il y a des arrestations de masse dans les mobilisations, comme c'est le cas par exemple en France, où il y a eu plus de 10 000 personnes arrêtées lors des mobilisations des Gilets jaunes? Et la deuxième question, c'est est-ce que cela a un effet sur la mobilisation? Alors je commence par la deuxième, ça n'a pas du tout d'effet négatif, au contraire, ça a un effet positif, c'est-à-dire ça mobilise encore plus à chaque fois qu'il y a une arrestation. Moi j'ai l'impression, à chaque fois qu'ils arrêtent une personne, je vois 3 ou 4 autres leaders qui apparaissent tout de suite. Donc on est en train de voir la naissance d'une nouvelle, ce que je peux appeler moi une nouvelle élite carrément, qui est là, elle se met en place d'une façon... voilà, il y a une dynamique qui ne peut plus s'arrêter. Ce qui est la logique sacrificielle qui crée en fait, par effet de négativité, des nouvelles figures qui vont justement renverser le pouvoir de stigmatisation que tentait d'appliquer le système contre lequel il s'est émancipé. Voilà, par exemple, même sur le plan des idées, quand le drapeau à Mazir était porté de façon normale, mais dès qu'on a commencé à l'interdire, maintenant c'est là où il n'y a plus de contrôle, c'est uniquement presque le drapeau à Mazir, beaucoup plus que le drapeau national. Donc c'est un effet mobilisateur. Les arrestations, c'est généralement, par exemple, comme Nakhd al-Baloga, il a été arrêté chez lui. Il n'a pas été arrêté, c'était 5 jours après avoir fait une déclaration. Karim Tabou, c'est un homme politique qui a fait beaucoup de marches. Lui, il a été arrêté chez lui aussi, mais relâché, mais puis réarrêté quelques heures après. C'est-à-dire, on a senti qu'il y avait un juge qui peut-être a fait son travail correctement, je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est très difficile de trouver des juges qui font leur travail correctement maintenant. Mais libéré à 16h, je crois, et réarrêté le lendemain à 8h ou à 9h du matin. Donc c'est clair que, bon, c'est des arrestations ciblées. Rarement on prend des gens en pleine manifestation, mais ils sont vraiment ciblés. Si vous êtes porteur de drapeau, il y a des policiers qui viennent à l'intérieur de la marche, ils vous arrêtent. Ils peuvent vous laisser un peu à l'écart et puis après vous arrêter. Mais pour le moment, il n'y a pas, parce que c'est des mouvements de centaines de milliers. Ils ne pouvaient pas faire des arrestations de masse. Et puis, la particularité de ces marches aujourd'hui en Algérie, c'est que ça se passe en famille. Il y a des femmes, des enfants, c'est toutes les familles qui défilent, mais ensemble, c'est ce qui rend difficile de réprimer par la force, comme c'était le cas en 88 par exemple. Donc il n'y a pas eu de tentative de structuration du mouvement, où il n'y a pas eu de récupération par des figures politiques préexistantes pour essayer de l'orienter, il y en a eu et ça n'a pas fonctionné? Comment ça se passe? Beaucoup de gens ont appelé à la structuration du mouvement. À chaque fois, c'est le mouvement lui-même qui répond, c'est les manifestants qui répondent. On ne veut pas de leader et on ne veut pas de structuration parce que c'est très simple, le pouvoir ne cherche qu'à savoir. Moi je pense que ce mouvement, il est auto-structuré, il a sa dynamique, mais qu'il réussit bien à la cacher. Et il fait très bien parce qu'il sait très bien que si le régime qui est là encore, qui a une capacité d'agir, prend connaissance du mode de fonctionnement de ce mouvement et de ses centres de communication, si on peut dire ça comme ça, il pourrait, s'il le comprenait, il pourrait en finir avec lui. Mais ce mouvement, il a très bien su cacher son mode de fonctionnement. Mais il est vraiment réglé, métronomé d'une façon extraordinaire, et il permet à tous les gens qui viennent spontanément, pour ne pas... Et il sait très bien, ceux qui veulent le récupérer, c'est tout de suite qu'ils lui disent « dégage ». Il y a des hommes politiques qui ont essayé de faire un peu de récupération tout à fait au début. C'est tout de suite qu'on voit « dégage, dégage ». Et il sait pardonner parce que quelqu'un comme l'Almas, c'est un homme, c'est un économiste qui ne fait pas beaucoup de politique. À un moment donné, il avait cru pouvoir négocier avec le pouvoir, il est parti négocier, il a été chassé des marches, mais tout de suite après, quand il a dit « je me suis trompé », ils lui ont pardonné, mais donc il y a une certaine, pas une déontologie, mais une certaine conduite
qui trouve le juste milieu, et pour le moment, ça fonctionne très bien pourvu que ça continue. Une intelligence collective très forte. Je voudrais faire parler Maxime Nicole sur le mouvement des Gilets jaunes, qui a été aussi un mouvement de masse extraordinaire, qui est né à partir des endroits peut-être où l'on attendait le moins la politique, c'est-à-dire les ronds-points en France, qui sont des lieux de corruption extraordinaires, et à partir de populations dont on attend le moins qu'elles soient politisées. Et j'aimerais tout simplement que vous nous présentiez votre perception de ce mouvement et comment, à partir d'un réseau social, à partir d'une vidéo, vous avez réussi à devenir l'une des figures de circulation de l'information, et vous avez permis à plus de 100 000 personnes, 170 000 personnes minimum, avec toutes celles avec qui elles les partageaient, de se coordonner de façon à tenter de se mobiliser pour faire pression sur le gouvernement et pour essayer de provoquer un changement politique majeur dans ce pays. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors je vais être honnête, je suis hyper mal à l'aise d'être ici. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'habitude je suis pas ici, je suis soit là, soit dehors. Et que aujourd'hui, tout ce que je vais dire va avoir un impact sur ce que les gens vont avoir comme vision de moi en France. Donc pour commencer, déjà, je suis monsieur personne, j'ai 32 ans. Je viens de la campagne, j'ai vécu toute ma vie en campagne quasiment. Et un beau jour, je vois un homme qui s'appelle Éric Drouet, qui sur un réseau social qui s'appelle Facebook, lance un appel à bloquer le pays parce qu'il considérait, et il considère toujours d'ailleurs, que dans ce pays, qui se dit être celui des droits de l'homme, du citoyen, et le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc il avait lancé un appel à bloquer le pays, qui devait commencer le 17 novembre 2018. Un mois avant ce fameux blocage, j'ai vu cette affiche circuler sur les réseaux, et j'étais chez moi, et je vis avec ma compagne depuis 10 ans, et ma compagne m'a dit tu m'emmerdes avec le gouvernement depuis des années à le critiquer, et ce serait peut-être bien que tu fasses une vidéo pour que tes amis sur Facebook se disent il faut y aller, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai fait une vidéo dans ma cuisine, comme ça. Et cette vidéo a été relayée des dizaines, voire des centaines de milliers de fois, puisque aujourd'hui, je ne sais pas combien il en est, mais dans les premiers mois, elle a dépassé les 400 000 vues. Et j'ai eu une tonne de personnes qui, pour savoir ce qui se passait, ont voulu m'ajouter sur Facebook comme ami. J'avais des photos personnelles, ma vie personnelle sur mon Facebook, donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Fly Rider Info Blocage, pour donner des informations sur ce qui allait se passer, ou ce qu'on pensait qui allait se passer. Et arrive le fameux matin du 17 novembre 2018, où presque à 7 h du matin, je pars sur un rond-point, puisque le maître mot de cette première journée, c'était d'investir les ronds-points, pour montrer qu'on était là, avec un gilet jaune. Et donc j'arrive sur ce fameux rond-point, et je m'attendais à voir peut-être 10, 15, 20 personnes, peut-être 50 grand maximum, et en fait j'arrive sur un endroit où on est très vite plusieurs milliers, dans une ville qui compte à peine 25 000 habitants. Donc là j'étais plutôt étonné, et je me dis il se passe quelque chose, parce que j'ai commencé à recevoir des messages de personnes, parce qu'en créant ce groupe, j'ai très vite eu énormément de personnes qui l'ont rejoint. Au départ il y avait presque 180 000 personnes en moins d'un mois qui ont rejoint ce groupe, et j'ai reçu des informations de tout le territoire en montrant des scènes identiques sur plus de 1500 points en France. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est quelque chose d'énorme. Et la mobilisation a commencé comme ça. La première réaction du gouvernement, ça a été dès le 18, dès le 17 au soir même, de dire les gens qui sont dans la rue sont des gens qui ont besoin de travailler parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc lundi c'est fini. Ça a été la première réaction du gouvernement. Et je crois que c'est ce qui a donné envie de recommencer le samedi d'après, et le samedi d'après, et le samedi d'après. Et aujourd'hui, ça fait 53 semaines qu'on est dans les rues. Vous m'avez vu tout à l'heure peut-être sur mon téléphone portable. Aujourd'hui, c'est le week-end où les gens se mobilisent pour les 1 an. Ça fait 1 an. Et donc je viens d'apprendre qu'un journaliste
indépendant vient d'être blessé par un tir de grenade de désencerclement sur la place d'Italie à Paris et va probablement perdre son œil puisqu'il a été touché au visage. Après une intervention de notre cher préfet de Paris qui a dit avec un ton serein et un regard de psychopathe que tout était sous contrôle et qu'il allait, quoi qu'il arrive, mater les gens qui seraient sur cette place, qu'elles soient d'ailleurs sur cette place ou ailleurs, en donnant une petite phrase du style le droit de manifester est un droit constitutionnel, mais je dis dans quel cadre ça va se passer, et si vous sortez de ce cadre, je ferai en sorte que vous soyez gentiment récompensé par la République française. Je me retrouve aujourd'hui à avoir mis ma vie de côté, comme beaucoup dans ce mouvement, comme quasiment tout le monde en fait, parce que aujourd'hui, avoir un gilet jaune, c'est pour la République être un danger. J'ai noté quelques trucs des différents intervenants. D'ailleurs, je suis fier d'avoir des femmes qui soient là pour défendre leurs idées, parce qu'en France et dans beaucoup de pays, les femmes n'ont toujours pas le même salaire que les hommes en 2019 et ont des dépenses que nous n'avons pas tous les mois, comme par exemple des serviettes hygiéniques et ce genre de choses, ce qui est complètement pas normal. J'ai vu que vous étiez contre la démocratie qui est impliquée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et je suis assez d'accord avec cette personne, et vous venez de dire que on pouvait critiquer un régime, mais on ne pouvait pas l'expliquer. C'est aussi pour ça que je me bats, parce que malheureusement, le rôle d'un citoyen, c'est de savoir ce qui se passe dans son pays et de s'impliquer dans ce qui se passe pour qu'on puisse au moins contrôler notre futur et contrôler le bien vivre de notre quotidien. Donc c'est facile de critiquer, ça les atteint pas trop, mais dès qu'on commence à expliquer ce qui se passe, et c'est mon rôle, c'est ce que je fais depuis 12 mois, ce que j'essaye de faire, d'en apprendre pour pouvoir transmettre. Et je trouve ça très important. Vous en parliez aussi de la transmission. Je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié, et vous parliez aussi tout à l'heure d'abrutir les gens, en fait, de leur enlever toute capacité à avoir un pouvoir de réflexion en étant des humains relatifs, pour reprendre votre terme, en ayant un sous-ensemble de droits. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se réapproprier ça, redevenir des êtres qui pensent par eux-mêmes, qui récupèrent leurs droits. Le droit, il est simple, vivre dignement dans un pays comme la France, qui est riche, mais aussi au Portugal, aux États-Unis, en Guyane, en Algérie ou dans d'autres pays, parce qu'en fait, qu'on soit blanc, arabe, noir, femme, homme, handicapé, on est tous des êtres humains et on a tous ce droit fondamental de vivre dignement. Ça, c'est une précision que je fais parce que le mouvement des Gilets jaunes est souvent médiatiquement diffusé comme étant un mouvement raciste, un mouvement antisémite et un mouvement très clivant. Or, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a un article ce matin qui est paru sur moi disant que j'étais quelqu'un qui était antisémite. Ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai une petite phrase que j'adore, que j'ai apprise de toutes les rencontres que j'ai pu faire, mais qui est géniale, c'est le mensonge, ça va vous plaire, le mensonge prend l'ascenseur, ça va très vite, et la vérité prend l'escalier. Et aujourd'hui, on est tous en train de grimper des escaliers, chacun à notre vitesse, chacun avec nos façons de faire, et on essaye tous autant qu'on est d'embarquer les gens dans l'escalier pour qu'on arrête de critiquer, mais qu'on explique et qu'on comprenne. Je voudrais aussi expliquer quelque chose par rapport à la notion de pouvoir dont vous avez parlé tout à l'heure. Le fait qu'une personne noire n'ait pas les mêmes pouvoirs ou n'ait pas les mêmes envies qu'une personne blanche, et les hommes n'aient pas les mêmes pouvoirs et les mêmes envies qu'une femme. Dans le mouvement des Gilets jaunes, les femmes sont extrêmement présentes et font un travail exceptionnel. De la même manière que vous étiez avec votre amie qui est une guerrière et qui se bat et qui sûrement motive énormément de femmes. Je vous remercie les femmes d'être là parce que sans vous, on ne serait pas grand-chose. Et on a l'habitude de dire que derrière tout grand homme se cache une femme. J'ai plus l'impression que c'est plutôt les femmes qui mettent en avant les hommes. Je finirai sur une phrase qui est tirée de Voltaire. Alors, je suis souvent aussi catalogué comme étant quelqu'un qui n'a pas de grand diplôme, qui vient de la basse société, qui a une casquette à l'envers, ce qui pourrait paraître irrespectueux,
mais c'est un acte de contestation, parce que je considère que c'est pas l'habit qui fait le moine, et c'est pas parce que j'ai une casquette sur la tête que j'ai rien à dire. Et j'en apprends tous les jours de tout le monde, et je suis tellement content d'en apprendre tous les jours de tout le monde. Cette phrase de Voltaire, elle dit « La tolérance n'a jamais excité de guerre, mais l'intolérance a couvert la terre de carnage. » Et j'espère que ce que je fais tous les jours, et ce qu'on fait tous les jours, conduira à la tolérance et à une meilleure démocratie et à un meilleur droit humain à vivre dignement. J'aimerais, pour finir le résultat, demander à Omer Schatz s'il voulait bien nous rejoindre, parce qu'il y a peut-être une population qui est peut-être la plus vulnérable parmi les vulnérables, c'est celle qui n'a pas d'État. Et qui n'a même pas d'État contre lequel se battre. Et je parle des réfugiés, c'est-à-dire pas seulement un État qui le protège, mais même un État qui pourrait être une menace à son égard. Et Omer Schatz, c'est un avocat qui s'est beaucoup battu sur ces sujets, d'abord en Israël, et ensuite sur la question notamment des migrants dans l'Union européenne, et qui a marqué un acte très courageux de résistance en initiant ce travail, cette plainte à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité contre les dirigeants européens qui mènent la politique migratoire actuelle qui a provoqué la mort de 14 000 personnes en Méditerranée. Et je lui donnais la parole parce que l'idée de résister en démocratie dans un espace qui peut sembler extrêmement institutionnel, comme est le fait de lutter pour porter plainte devant une grande institution en tant qu'avocat, donc quelque chose qui semble très distant des lignes de front physiques, corporelles à laquelle on est confronté, peut aussi provoquer toute une série de violences et des conséquences de long terme, et je pense qu'on l'a vu à la façon dont les personnes se sont peu à peu désolidarisées de cette initiative et n'ont pas osé la soutenir, et j'aimerais peut-être que vous reveniez sur ce parcours et ce qui vous a amené à porter cette lutte et à avoir le courage de, quasiment physiquement, oui, la tenir avec vous et la mener jusqu'au bout de ses conséquences. So, I will respond in English. But thank you for having the time discussing also, as Juan said, not necessarily stateless person, but persons on the move, and women and children and men that maybe are have a desire to live or a need to leave a place. As Juan said, I'm coming from Israel, which is also Palestine, and while I was listening to everyone else, I was thinking about resistance and the notion of homeland. And I recalled a Palestinian writer that I really like, Ghassan Kanfani. In his book, Returning to Haifa, he was saying, the protagonist is a woman that says, or it's the husband that tells her, I'm not sure now. But anyway, the phrase is, you know what homeland is? Homeland is where nothing like this can happen. It's where nothing like this can happen. I think this is maybe something that everyone here are sharing, this notion of what is going on in my homeland, and in the case of refugees and asylum seekers, their homeland, and also the concept of resistance. I think it's, I sympathize a lot with what Mahdi and also Mina said about the need to, on the one hand, to resist to democracy, in our context of our case, to resist to the EU as a supposedly democratic structure that yet is implicated in what we establish as our atrocious crimes against humanity. And also, I think Mina was saying earlier, the need to escape the paradigm shift, not to think, to resist the way, the usual way of thinking. And the case that it's not only me, it's also, I mean, we did it, me and Juan. Without Juan, I don't think I could resist the pressures not to do it, and he allowed me also to do it. So this case is actually, the point of departure was, we try to understand how come that for years now we are witnessing something that is labeled as tragedies when we see civilians drowning in the Mediterranean and in masses, while European actors are on scene
Today they do it by drones, but back then they were actually with the boats there, just watching people dying and refraining from assisting and rescuing them. And we are talking about 20,000 deaths in the past 5 years. And we also try to understand how come, again, an apparatus of power like the European Union can be complicit in policies that aim to stem all migration flows from Libya and from Africa in general by contracting with militias that in the past 3 years intercepted and forcibly transferred about 50,000 civilians back to what European officials and politicians termed as concentration camps in their internal cables and confidential reports that we analyzed, me and Juan and our team, during the 2 years of war. And I don't have a good answer, actually, to how come I mean, I always think what people were thinking during World War II, during the genocide in Bosnia, in Rwanda. And today there is a war going on, and it's not a war against the state, it's a war against the population. It's not even an enemy, it's not even combatants, it's a war against civilians, a group that we arbitrarily define as migrants, in order to enable the commission of crimes, enable their discrimination, criminalization, rejection, and eventually extermination. And we need to ask ourselves how to resist it. And what me and Juan, again, as I think Mina said earlier, we try to resist also the law, to avoid the law. Also Madi talked about how to evite, how to avoid the usual pathway, because we, as lawyers, we acknowledge that all the other lawyers, the other organizations that try to struggle with something and they fail, and we try to understand why, and the way we did it was to seek and pursue individual accountability, to go to the International Criminal Court, and to seek that not only states will be responsible, but also the state agents and officials that are designed these policies and orchestrated these policies and are still, this is a policy that is still ongoing as we speak. There are people that are losing their life. There are thousands of people in camps that were established by the EU in Libya, and where women are typically and systematically raped and men are systematically tortured. Most of them are subject to enslavement and forced labor, and all of them are trafficked, sold from one to another by human traffickers. And all this enterprise, this what we established as criminal enterprise, is done by EU taxpayers' money. The boats of the militias that intercept the migrants were given to them by Italian and France and Maltesian EU member states. And the agents of these militias are being trained by the EU and the member states. So everything that we are witnessing is the creation of for the first time perhaps since World War II, Europe is directly implicated with crimes against humanity and war crimes. I think what we're seeing here is the capacity for society to start organizing itself without passing through intermediation of powers, of established powers, and I'm simply very touched to have you here all around and to see how intersectional your fights are, in the sense that how the roads cross from cultures, from domains of struggle, and how there is a coherence that is giving birth here without having a superstructure which is nation, which is a specific state or other, and how coherent actually the words you're sharing is, in spite of the apparent extreme differences that the media especially try to inflict into these different situations, and the confusion that is created by your inability to seize them together. And once we reunite these people, I think the most important lesson is
maybe this common shared first goals, but also field of experience. It's when seeing you, I feel like you're the same entity, which is only at different stages. So we have the revolution that is happening but doesn't know how to structure itself or either to structure itself. We have the resisting movement that has been for 70 years finding new ways to try to save itself. We have the post-colonial struggles in Guyana. We have the former, son or grandson of refugees who's trying again to come back to this path and fight again for that. We have intellectuals who are trying to not take distance, but on the contrary, seize these matters to try to seize them on. We have the most precarious citizens of a country who are just trying to rise themselves to enter into politics, maybe for the first time of their life, to be heard as such. We have in the room also, and I would like him to come, we have Jake Applebaum, who has been working on the notion of a different kind of resistance, but very, I think, linked and intertwined with what we're talking, which is resistance in the virtual world, which is how basically you try to resist with information, actually, and in the world of information. And maybe you could simply start your speech now and then try to put up an exchange with the rest of the people if you agree with that. So Jake Applebaum, in a few words, was one of the closest advisors to Julian Assange of WikiLeaks. He's been one of the most important persons in this organization. He's been persecuted by the US for more than 8 years, I think, by a grand jury for having done this spying, for espionage, theoretically, for having done this job of revelation that went from the first WikiLeaks issues towards the Snowden documents and much more. And maybe I would like him to expose us what it has been to go through this path specifically and give us a hint on how do you resist actually when you are faced with such struggles and such powers such as the United States of America, and more specifically the United States of America. In the United States of America, those who have committed war crimes and crimes against humanity and try to silence you.